Imagine un formulaire de visa qui se transforme en ordre de marche, un projet d'étude qui finit en tranchée et une promesse de salaire qui se termine en liste de mort. On va faire simple, dynamique, des questions, des réponses et au passage, 2-3 silences qui crient plus fort que les communiqués. Première question, de quoi parle-t-on exactement? Vous vous posez d'ailleurs la même question. Allez, nous parlons ici d'une filière de recrutement de ressortissants africains pour combattre dans les rangs russes en Ukraine, documentée par une liste publiée par All Eyes on Wagner et une enquête d'impact. Les chiffres qui posent les décors et qui font froid au dos, 1417 recrues africaines identifiées, originaires de 35 pays entre 2023 et mi-2025. 316 morts sur les 1417, soit un taux de mortalité de 22,3%. Durée moyenne avant décès, 6 mois. 51 tués en moins de 30 jours après l'arrivée au front. Alors, on peut appeler ça volontariat, on peut aussi appeler ça un taux d'attrition industrielle. Deuxième question. Qui recrute le plus et qui meurt le plus? Deux lectures complémentaires apparaissent dans les éléments. Sur les listes analysées par Impact, le trio de tête en volume est porté par l'Égypte avec 361 recrues, le Cameroun 335 recrues et puis le Ghana 234. Côté perte, le Cameroun est en tête 94, suivi du Ghana avec 55 et l'Égypte avec 52. Donc, oui, l'Égypte a le plus gros contingent recensé, mais le Cameroun paye le prix humain le plus lourd dans ces données. Et au milieu de tout ça, une donnée qui pique. La tranche 18-25 ans compte 60 morts sur les 316 jeunes actifs disparus vite. Question 3. Ils sont envoyés faire quoi concrètement? Pas d'émission tranquille à l'arrière. Malgré les promesses qu'on voit circuler, les éléments convergent vers une utilisation en première ligne. Le taux de mortalité, 22,3%, est décrit comme 3 fois supérieur à celui estimé pour des unités régulières russes, selon les sources de terrain mentionnées. Hypothèse opérationnelle décrite. Usage comme unité de rupture engagée dans des assauts frontaux pour saturer la ligne et faire remonter les positions adverses. Pour faire simple, les Africains sont mis en avant et lorsque l'Ukraine réagit, ça permet aux Russes de voir facilement les positions. Et un détail très concret, barrière de la langue. Les officiers russes ne parlent pas anglais, français ni langue locale. Sur un champ de bataille, ne pas comprendre repli ou déploiement, c'est une loterie. Sauf que la loterie, elle a un taux. Question 4. Comment ces Africains finissent par se retrouver là-bas? Comment on fait venir ces gens-là? 3 grands couloirs, ils finissent tous au même endroit. Le premier, le chantage au visa. Les étudiants. Des étudiants africains en Russie, bourse suspendue ou visa expirant, ils reçoivent un ultimatum, soit expulsion ou contrat. Promesse, naturalisation accélérée et solde souvent mis en avant autour de 2000 $ par mois dans les éléments. On est dans les plus d'1 million de francs CFA. Exemple détaillé, un Égyptien de 25 ans capturé près des Péromora, contrat signé le 3 mars 2025 à cause de l'expiration des visas. Il décrit une pièce qui ressemblait à une prison, puis un camion, et puis entraînement, puis groupe d'assaut envoyé combattre dans le Donbass. Deuxième mode. Le recrutement carcéral, claqué sur les méthodes déjà vues comme Wagner, libéré contre front, des ressortissants africains détenus en Russie pour délits mineurs ou drogue, qu'a cité Lemessani Nyirenda de la Zambie, Nemes Tarimo de la Tanzanie, mort au combat, et le cas zambien le plus récent, Lemankam Nathan, mort alors qu'il était censé purger une peine en Russie. Et enfin, les fausses offres d'emploi et agences fantômes. Publicité, Telegram, Facebook, bâtiments, sécurité, territoire libéré. À l'arrivée, malheureusement, votre passeport, il est confisqué. On vous donne un contrat en russe, vous signez sans le comprendre. Certaines filières s'appuient sur des listes d'enrôlement avec itinéraire, matricule et un contrat présenté comme
instructeur. On parle ici de Denis Velasdimirovitch Alexandrov. Et il y a un quatrième couloir, plus brut, le tunnel de l'immigration illégale. Interpellation puis choix binaire, expulsion ou contrat. Exemple documenté, Lamine Yatta, un Gambien arrêté en mai 2024, envoyé en Ukraine, il a été déclaré mort en août 2025. Cinquième question, Wagner, c'est fini. Wagner a changé de costume, le recrutement s'est institutionnalisé via Africa Corp, présenté comme successeur sous contrôle du GRU. Ce que ça change, une organisation moins artisanale, une instruction accélérée, souvent 2 à 3 semaines, dans des camps près de Rostov-sur-le-Don ou en Crimée occupée. Puis, direction des zones chaudes citées Bakhmoud, Avdiïka, plus récemment Kharkiv. Donc, non, ce n'est pas une aventure privée isolée, c'est plus structuré que ça. Question 6. Qui fait tourner la boutique sur le terrain? Pour faire simple, qui recrute sur le continent. Là, on tombe sur un écosystème, le business du désespoir version logistique. On commence par OnClick Visa and Boris Malikov, présenté au Kenya via WhatsApp. Il propose soit l'engagement en promettant un soutien hors front, attention, de 2500 à 5000 $ américains, soit de devenir agent local pour 500 à 700 $ américains par recrue, et il y agit pour le FSB. Son site présenté comme ancien est lancé plus tôt le 27 janvier 2026. Contact injoignable selon l'enquête d'Impact. Fly Airway Travel and Tour au Ghana. Une vidéo montre des recrues ghanéens en uniforme recommandant l'agence. L'agence aurait confirmé, puis nié son implication. Saint Fortune Travel au Nigeria, recrutement affiché, campagne visible et même tentative de facturer une consultation. Tassarel Russia en Égypte, à côté du centre culturel russe au Caire, partenaire officiel ciblant notamment des profils d'ingénierie. Impact identifie le créateur du site Mohamed Abdou Moussa, égyptien basé en Russie, pas de réponse aux sollicitations. Hope Travel SAR en RDC, dirigé par Jean-Gustave Moukadi Moussassa, qui admet avoir fait voyager des Congolais pour étudier, lesquels finissent dans des écoles militaires à Lourak. Et un mécanisme clé, des recrues deviennent recruteurs. Exemple ciblé, Rodolphe Macbaudet, matricule AB032057, qui renvoie vers WhatsApp ou une page Study in Russia animée par Diallo Mamadou. Septième question. Et les femmes dans tout ça? Le dossier mentionne Alabouyastat au Tarzastan, recrutement des jeunes africaines de 18 à 22 ans via réseaux sociaux, promesses d'études ou travail en usine, réalité décrite, assemblage de drones kamikazes, Shaheb pour l'armée russe. Un autre promoteur identifié, Michel Ateba, Enange Holding au Cameroun, qui défend le programme comme opportunité et affirme ne pas faire de recrutement militaire. Point important, le dispositif Alabouya est décrit comme séparé des listes de combattants avec sa propre logique. Question 8. Que dit Moscou et que dit les États africains? Moscou nie le recrutement forcé, présente ses combattants comme des volontaires internationaux. Problème entre le volontariat et l'ultimatum au visa, les sorties de prison contre front, la confiscation de passeports, le contrat en cyrillique non compris, il y a une contradiction qui tient difficilement dans une phrase. Côté africain, les réactions sont très inégales. Le Togo, l'un des rares à alerter publiquement sur les promesses fallacieuses pour aller en Russie. Au Kenya, Red fin 2025, arrestation et puis expulsion de Michael Liaping. Afrique du Sud, enquête y compris sur des facilitateurs présumés. Côte d'Ivoire, silence officiel mentionné malgré l'ampleur supposée dans les listes fuitées selon les sources du dossier. Et au milieu, des familles qui pensent encore parfois que leur proche est étudiant alors que des annexes de listes de morts existent avec identité confirmée et que je vous mettrai justement donc dans la description. Pourquoi faire ça? L'élément le plus froid,
Le plus rationnel, c'est celui-là. Préserver l'opinion publique russe, externaliser les pertes, remplacer les deuils russes par des deuils lointains, moins visibles, plus faciles à diluer. Et puis, il y a le modèle décentralisé, des petites agences, des écrans, des influenceurs, des groupes WhatsApp, des relais locaux. Tu coupes une tête, il en reste 10. Pour finir, ce dossier ne raconte pas juste des Africains dans une guerre européenne. Il raconte une chaîne, recrutement, transport, contrat, entraînement éclair, front, perte, silence. Alors, s'il fallait ouvrir justement le débat, parce que c'est là que ça doit finir, par un soupir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour casser cette mécanique? Faut-il mieux informer, fermer des agences, poursuivre des intermédiaires, limiter certaines filières de visa ou exiger des États des réponses publiques sur leurs ressortissants morts et disparus? Vous avez la parole et vous pouvez réagir selon la plateforme où vous suivez cette chronique. Je voudrais rappeler également que je vous mettrai dans la description, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, le rapport intégral d'impact qui est sur 73 pages. Vous pourrez également le parcourir et surtout aller au niveau de la liste des noms, voir si le nom d'un membre de votre famille n'y apparaît pas. Cette chronique également, c'est une chronique d'hommage. Oui, une chronique d'hommage à un frère, un ami, un aîné qui est parti aussi du côté de la Russie, malheureusement parti dans l'espoir de pouvoir se frayer un bon chemin, se tracer un avenir meilleur, parce que étant l'aîné d'une famille. Et nous savons ce qui pèse sur l'aîné d'une famille dans les familles africaines. Eric McDonald, c'était un homme fort, un homme travailleur. Il ne voulait que son bien, le bien de sa famille. Il a été donc dupé et embarqué malheureusement dans cette mauvaise guerre. Il m'a fallu attendre ces rapports d'impact pour finalement accepter que oui, il est parti. Donc cette chronique également, c'est un hommage à mon frère, Eric McDonald, que son âme repose en paix. Merci à vous de l'avoir suivi.